Avant de commencer cet épisode, je voudrais vous parler de quelque chose qui permet de faciliter la vie des entrepreneurs. Vous connaissez déjà peut-être Slick, j'ai interviewé l'un des fondateurs, Adrien Bartel, lors de l'épisode numéro 5. Je connais d'ailleurs Adrien depuis longtemps, j'ai suivi son parcours entre la Chine et l'Asie du Sud-Est. C'est un entrepreneur super péchu et je vous recommande fortement d'aller écouter cet épisode, vraiment intéressant. Et donc Slick, c'est quoi ? C'est une solution pour les entrepreneurs et les PME qui permet de créer une structure, de gérer sa compta, de gérer le payroll, etc. Je suis moi-même entrepreneur, j'ai eu des structures en Asie, en Europe, et comme vous, je suis allergique à la paperasse. J'ai envie de me concentrer sur mon core business, et c'est exactement ça que Slick offre. C'est une solution online, c'est un SaaS, c'est totalement paperless, et ça vient disrupter l'univers qu'on peut appeler un peu poussiéreux du corporate service. Donc vous pouvez directement aller jeter un œil sur Slick.com, donc S-L-E-E-K, Slick.com. Si comme moi vous êtes curieux, en quelques secondes on peut ouvrir un compte gratuitement et aller explorer l'interface, voir un peu à quoi ça ressemble. Si vous voulez plus d'infos, donc cet épisode, l'épisode numéro 5 sur Adrien, je le recommande chaudement. Et ensuite donc voilà, si vous les entrepreneurs, à vous de jouer. Bonjour, je suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Raphaël. Donc Olivier de Sajan, tu es General Manager de China Merchant Colisée. Donc en fait, General Manager de Colisée en Chine, qui est un des leaders des solutions pour personnes âgées en Europe, avec des maisons de retraite et bien plus encore. Tu vas nous décrire ça en détail. Et tu représentes aussi la JV avec une grosse entreprise d'État chinoise, China Merchant. On échange aujourd'hui, donc je suis aujourd'hui à Hong Kong, on échange depuis Shenzhen, on est géographiquement tout proche, mais la frontière est fermée à cause du Covid, donc on fait ça sur Zoom. Mais très heureux de faire connaissance, et pour commencer, je vais te demander de te présenter brièvement et de nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est l'activité de Colisée et de Colisée China Merchant en Chine. Merci. Tout d'abord, effectivement, bonjour Raphaël, et c'est un plaisir d'échanger avec toi. Et bien dommage que nous ne soyons pas en face à face, malgré que nous soyons très proches physiquement. Alors, Colisée est un des leaders européens dans la gestion de solutions pour personnes âgées. On a plus de 300 maisons de retraite en Europe et on a aujourd'hui en Chine 2 maisons de retraite. Colisée, c'est aussi la gestion de soins à domicile à travers une société Onela et aussi la gestion d'appartements seniors. Donc, c'est une prise en charge transversale de tous les types ou tous les profils de personnes âgées en Europe, avec une présence en Espagne, en France, en Belgique, en Italie et aussi en Chine via sa joint venture, qui est une co-entreprise qui est née en 2013 et qui aujourd'hui gère 2 établissements, l'un à Canton, l'un à Shenzhen, avec comme objectif de développer une prise en charge médicalisée des personnes âgées avec une expertise internationale. Ok, très clair, très bien. On va reprendre un peu ton parcours pour comprendre comment est-ce que tu en es arrivé là. Je crois comprendre que tu as un parcours assez riche et que tu as eu des casquettes assez différentes. J'avoue que j'ai pas encore compris totalement la logique, donc je vais découvrir ça avec les auditeurs. Donc tu as commencé en étant entraîneur de basket, c'est ça, si je me trompe pas ? Alors, effectivement, je symbolise le profil vraiment atypique et après on pourra essayer de trouver la logique sous-jacente à toutes ces évolutions. Mais c'est vrai que le point de départ, ce fut le sport, où j'ai été entraîneur de basket professionnel avec la gestion de jeunes de haut niveau championnat de France. Et ce fut dans un club qui est Nanterre, la JSFN Nanterre, où j'ai pendant 10 ans géré des jeunes dans le cadre de ce qu'on appelle un peu de la préformation au niveau, c'est-à-dire c'était des cadets, donc des jeunes de 16 à 18 ans. Au bout de
En fait, nous étions en fin de cycle avec un certain nombre de jeunes qui devaient partir soit aux États-Unis ou soit basculer pro. Il n'y avait plus réellement de génération. J'ai repris mes études en faisant un master à l'ESSEC, ce qui m'a permis de basculer dans le consulting, dans un cabinet de conseil qui avait pour but d'accompagner des fédérations et des clubs professionnels dans le domaine du sport, notamment la fédération de tennis, de handball ou des clubs professionnels pour les amener à définir et à élaborer leur stratégie marketing, leur stratégie client. Et donc, j'ai eu cette seconde vie dans le marketing sportif. Au bout encore d'un deuxième cycle d'à peu près 7 ans, c'est très bouddhiste, j'ai voulu toujours repenser mes compétences et faire un petit peu un tour de toutes mes expériences et de capitaliser sur ces expériences. Et j'ai fait un executive MBA à Dauphine, qui m'a amené à rentrer dans une institution financière qui était Fortis Commercial Finance, qui malheureusement pour moi ou heureusement au regard de ma carrière a été racheté très rapidement par la banque BNP Factor, et donc j'ai profité finalement de cette transition pour venir en Chine, où j'ai commencé par être à moitié chasseur de tête et monter un cabinet de conseil qui accompagnait les entreprises pour entrer sur le marché chinois. Et c'est comme ça que j'ai réalisé ma première mission, en tout cas une mission pour le groupe Colisée, ce qui m'a amené dans un second temps à être recruté à temps plein pour ce groupe. D'accord, donc beaucoup de choses là déjà. Mais tu es passé très rapidement donc sur l'arrivée en Chine. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de venir en Chine? Quand tu as commencé, donc tu étais en mode entrepreneur ou consultant à ton compte en fait. Tu peux nous expliquer un peu plus cette transition? En fait, lorsque j'étais chez Transfer, qui était le cabinet de conseil dans le domaine du sport, on a eu 2 missions dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques de Pékin. Et donc, je suis venu en Chine pour préparer un certain nombre de choses. Et puis, donc, j'ai découvert le pays. Et j'ai été fasciné par finalement cette transformation sociale, sociétale, ce bouillonnement business. Et donc, lorsqu'il y a eu cette rupture chez Fortis Commercial Finance, cette institution financière, et qui avait finalement une forme d'inertie à attendre, ce qui est le cas dans toute acquisition, je me suis dit, tentons une expérience en Chine. J'avais un certain nombre de contacts et d'amis, et donc voilà, j'avais devant moi plusieurs mois pour pouvoir construire la bonne histoire, développer le bon business model ou la bonne activité, ce qui m'a amené très vite à réfléchir sur comment accompagner au mieux les entreprises françaises qui veulent rentrer sur ce territoire. Donc tu es arrivé en Chine à travers les JO de Pékin, donc c'est 2008 en fait. Ça devait être assez impressionnant. L'expérience, mes premières relations d'amour avec la Chine, c'était 2007-2008, et je suis venu définitivement en Chine en 2011. Donc c'est un cheminement. C'est lorsqu'il y a eu finalement cette acquisition par BNP de Fortis que j'ai pris le parti de faire le jump, sachant que j'avais voyagé régulièrement en Chine entre 2007 et 2011. Par plaisir, par appétence pour la culture, par une volonté d'apprendre la langue, etc. D'accord. Donc tu connaissais déjà un peu la Chine. Et j'allais dire que, moi j'ai vu les JO à Pékin en tant que spectateur. J'habitais à Pékin à l'époque, et c'est vrai que la Chine a mis un peu les petits plats dans les grands. C'était un peu l'annonce de la Chine au monde que la Chine arrivait comme superpuissance. Donc je sais pas si toi professionnellement tu t'es retrouvé sur des projets un peu démesurés. Enfin comment ça s'est passé? Moi, j'avais une mission qui était la fédé de tennis, où on a toujours accompagné les athlètes de haut niveau. Donc, on était là pour suivre les athlètes de haut niveau avec psychologues et autres. C'était une des fonctions de notre agence, c'est d'avoir un accompagnement sur les athlètes de haut niveau. Et puis, j'ai accompagné un ami qui est devenu depuis assez important aujourd'hui en France avec la gestion de Paris 2024, qui était Tony Estanguet. Donc, on était un peu dans le team de Tony Estanguet, et malheureusement, ça s'est pas très, très bien passé à Pékin. Donc, j'ai vu effectivement les Jeux Olympiques de l'intérieur.
D'accord, ok. Et donc ensuite, donc c'est une activité de consultant sur du recrutement, c'est ça? Donc grosse activité en Chine, quoi. Enfin, c'est tout ce qui est rétention de ses employés, RH. C'est un sujet récurrent sur le podcast. Les entrepreneurs, les chefs d'entreprise nous en parlent souvent. Donc j'imagine que sur le côté, voilà, si les staffs bougent beaucoup, bah, j'imagine que sur le côté recrutement, ça doit être aussi une activité euh, assez riche. Euh, Alors, Vas-y, vas-y. oui et non parce que les chasseurs de tête sont principalement en train de cibler les gros profils, c'est-à-dire les CEO ou les chefs de département et principalement pour des boîtes internationales et donc moi françaises. Et c'est vrai que depuis 2008-2009, il n'y a pas forcément de grosses rotations ou de gros recrutements. Donc c'était plutôt finalement pas une très très grande activité pour être très transparent. Là où c'était beaucoup plus sexy, c'était de réfléchir comment accompagner les groupes à rentrer sur le marché chinois. D'accord. Maintenant, le sujet RH est effectivement un sujet très très central. C'est vraiment la problématique de la gestion en Chine. Moi, pour revenir sur ma fonction d'headhunter, j'étais moins affecté parce que on était en train de basculer sur la gestion à tout prix par des groupes internationaux, par des étrangers, à du recrutement plutôt local et peut-être qualitativement moins élevé. Mhm. Ok. Et donc en fait, donc Colisée, tu as commencé à travailler avec Colisée en tant que consultant, quoi. C'est une approche assez classique. T'es pas aussi le premier de mes invités qui a eu ce type d'opportunité de commencer à travailler avec une entreprise en mode consultant et ensuite de devenir GM de cette entreprise en l'aidant à se développer dans le pays. Donc comment ça s'est passé? Donc c'était sur du recrutement que tu étais Colisée au début? C'était sur quelle fonction Ouais. Non, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai très vite été mis en relation avec Colisée qui cherchait absolument à recruter un responsable. Et sur les premiers mois, la question était de savoir comment arriver à signer des partenariats avec des acteurs locaux. Donc, je n'étais pas du tout sur la logique RH, j'étais sur une logique signer des partenaires, signer avec des partenaires des opportunités de joint venture et autres. Mhm. Donc ça a été une phase un petit peu assez rapide et puis très vite, bah voilà, on m'a confié la responsabilité de closer les deals avec ces partenaires chinois et là en tant que salarié de Colisée. D'accord. Donc Colisée à l'époque, enfin quelle activité avait Colisée sur la Chine et comment ça s'est passé le début du développement? La Colisée en Chine avait une représentante, c'est-à-dire en gros une secrétaire qui gérait le bureau de représentation avec comme mission finalement d'organiser les voyages des responsables français qui venaient avec l'espoir de pouvoir signer des deals avec de grandes entreprises chinoises, simplement avec une présence en Chine de 15 jours tous les trimestres. Et on Mhm. sait très bien que la difficulté pour signer un contrat en Chine, c'est de répondre à l'urgence, répondre aux attentes quasiment 24 heures sur 24 à ces entreprises chinoises. D'où le fait qu'il fallait très vite, et ça, Colisée a eu l'intelligence, très vite, de recruter quelqu'un corporate qui pouvait faire face à toutes ces demandes et pouvoir avancer dans les négociations de ces deals. D'accord. Et pourquoi la Chine en fait? Donc Colisée, tu nous as décrit un peu la présence européenne de Colisée, mais la Chine semble s'être imposée comme une évidence pour le groupe à l'époque. C'était quoi la logique? Je pense que le président fondateur de Colisée, M. Téchéné, avait tout d'abord une passion pour la Chine et deuxièmement, il avait une vision et il était l'un des premiers européens à avoir compris que la Chine allait avoir un vrai besoin dans la gestion du vieillissement de la population chinoise. C'est-à-dire qu'il y avait un manque de compétences, un manque de solutions et qu'effectivement, les Français qui sont leader du marché européen, avait réellement des opportunités à développer sur ce pays. Donc, il l'a compris très vite. Il y a une présence de Colisée très tôt en Chine avec un bureau de représentation, mais c'est vrai qu'il a fallu beaucoup de temps avant de trouver le bon modèle, de trouver le bon partenaire. Et c'est d'autant plus difficile quand la présence des gens qui négocient sont en France et la partie chinoise est évidemment bien en Chine. Donc c'est pour ça que mon recrutement est devenu une évidence.
Et le côté partenaire, en fait, c'est une obligation légale ou c'était juste stratégiquement, vous aviez décidé qu'il fallait un partenaire? Par définition, notre industrie, on peut la comparer à l'hôtellerie, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est dans l'actif immobilier, avec aussi le terrain. C'est un investissement qui est lourd et ça, on n'a pas vocation, nous, à rentrer dans ces investissements. On est plutôt dans une logique d'être un opérateur, c'est-à-dire qu'on manage pour un tiers le lieu. C'est typiquement le modèle qu'il y a dans l'hôtellerie en Chine, c'est-à-dire que les groupes comme Accor ou Hilton ne sont pas propriétaires de l'actif immobilier ou du terrain. Ils ont simplement signé un contrat de management avec un propriétaire chinois et ils sont rémunérés en fonction des résultats par une management fee. Et donc l'investissement est plutôt de l'asset light ou voire très très faible si on est en contrat de management. Et donc c'est très compliqué d'arriver à convaincre des partenaires chinois d'investir dans l'immobilier, d'investir dans une société de management en tant que propriétaire au moment où c'est une industrie émergente, la gestion du livre. D'accord. Et donc, enfin, comment ça s'est passé toi, qu'est-ce que tu avais comme connexion? Parce que pour aller travailler avec une grosse entreprise d'État en Chine, c'est pas évident, sans être dans l'industrie non plus. Comment ça s'est passé toute la relation au début? Est-ce que tu arrives à identifier quelles étaient les bonnes targets au sein de l'organisation pour faire avancer le dossier? Enfin, j'imagine de créer une JV avec China Merchant. Peut-être que tu peux nous décrire un peu plus le groupe qui est colossal. Ça a dû être un énorme projet, quoi. Alors, tout d'abord, il faut reconnaître que Colisée avait déjà, avant que j'arrive, sur la table 6, 7, 8 grosses structures chinoises qui avaient des velléités de signer avec Colisée. Donc voilà, j'avais déjà dans le pipe un certain nombre de deals possibles. Après, c'est vrai que celui qui a avancé le plus vite, et suite notamment à un appel d'offres, a été avec le groupe China Merchant pour la création d'une aventure et la gestion d'un établissement à Shenzhen, Shekou. Alors, qui est China Merchant? China Merchant, c'est je crois, si je dis pas de bêtises, la première entreprise d'État chinoise, historiquement, avec aujourd'hui 3 activités, le réseau bancaire, une partie gestion des ports maritimes et la troisième qui est real estate. Et c'est avec cette partie-là sur laquelle on s'est engagé. Pour faire simple, parce que c'est un mastodonte, c'est un petit peu si vous prenez la Société Générale, CMA-CGM, et puis, c'est pas tout à fait CMA-CGM, mais vous avez compris la logique, tu as compris la logique, pardon. Et pour la troisième activité, on va dire Bouygues Construction, et vous mettez puissance 10 pour comprendre la taille de ce groupe. Donc effectivement, c'est un groupe qui est extrêmement puissant par sa taille, mais qui a un certain nombre de défauts, comme toutes ces entreprises d'État, d'être très bureaucratique, d'être très lent à la prise de décision. Mais en tout cas, c'est un groupe qui, depuis le début, avait l'ambition d'investir dans le domaine du médical et dans la prise en charge des personnes âgées. D'accord. Et eux, enfin, je me pose plusieurs questions, mais qu'est-ce qu'ils voyaient à travers l'expertise française? Vraiment, c'est une évidence pour eux que Colisée avait quelque chose à leur apporter. Et je me demande aussi au quotidien de travailler avec des partenaires, de faire des JV en Chine, c'est toujours complexe. Et il y a parfois une divergence un peu entre les intérêts, entre les KPI de chacun. Donc, est-ce que tu peux nous décrire un peu plus en détail comment est-ce que tout cela fonctionne? Alors, première chose, il y a une prise de conscience par l'ensemble de la société chinoise qu'il y a un manque de solutions pour les personnes âgées, un manque en termes de compétences, donc pas assez de personnel formé, un manque en termes de lits et un manque de structures privées capables de prendre en charge ces personnes âgées, puisque la population vieillit à vitesse grand V, si je peux me permettre. Donc c'est un vieillissement qui est unique dans l'humanité, massif par son volume et d'une rapidité comme on a rarement vu. Typiquement, à l'horizon 2050, la Chine devrait avoir plus d'un tiers de sa population dans la catégorie personnes âgées, c'est-à-dire plus de 400 millions de personnes, ce qui est énorme. Et c'est tous les ans, plus 3, 4, 5 millions de personnes qui rentrent dans cette catégorie. Donc ça, c'est une première chose.
La deuxième chose, c'est comme je l'ai dit, il y a des manques en termes de compétences et de solutions. Et ça s'explique par le fait que sur les 20-30 dernières années, la Chine a eu son espérance de vie qui a grandi très très vite. Aujourd'hui, l'espérance de vie à Canton et à Shenzhen est quasiment le même qu'à Paris. Mais il faut savoir que dans les années 70-80, l'espérance de vie était aux alentours de 50 ans. Donc, passer de 50 ans à 80 ans, c'est un bond qui est énorme, c'est impressionnant et c'est remarquable. Mais c'est évident que vous découvrez un certain nombre de maladies, les maladies chroniques, telles que le cancer, etc., mais aussi les maladies du vieillissement, Alzheimer, Parkinson, etc. Et donc, cette vitesse n'a pas amené à ce que la société s'adapte en termes de compétences et de connaissances. Et c'est en ce sens que les acteurs européens ou même américains avaient une vraie valeur ajoutée à apporter parce que nous, on a été confrontés au vieillissement de cette société, mais il y a au moins 30 ans. D'accord. Alors après, ta seconde question qui était plus relatif à la gestion d'une joint venture avec une entreprise de ce profil-là, ce qui est vrai, c'est que l'un des challenges de gérer une joint venture internationale, c'est-à-dire avec un partenaire chinois et un partenaire étranger, c'est d'arriver à aligner d'abord stratégiquement les deux entreprises parce qu'elles n'ont pas forcément la même vision et la même appréhension de ce que doit être finalement le business. C'est la première chose. Et cet alignement, il est sur là où on veut aller, quand on veut aller et à quel rythme on veut aller. Parce qu'effectivement, la vitesse n'est pas la même entre la Chine et le reste du monde. Là où on définit le futur, c'est pas forcément les mêmes appétences, les mêmes directions. Donc voilà, il y a beaucoup de motifs à avoir des divergences. Maintenant, la plus grande difficulté, c'est finalement au quotidien une forme de micromanagement, ce qu'on peut appeler de manière péjorative une forme de bureaucratie poussée à l'extrême dans ces entreprises, qui rend les opérations très compliquées parce que une entreprise d'État, c'est extrêmement cadré, c'est extrêmement contrôlé. Et quand vous créez au sein d'une entreprise d'État une start-up, c'est compliqué parce que vous n'êtes pas sur les mêmes modèles. On avait typiquement au début un HQ, c'est-à-dire un siège avec un nombre de personnel qui était censé faire des rapports au quotidien plus important que les effectifs qu'on avait dans les établissements, ce qui n'a pas de sens. Mmh. D'accord. Et en termes de communication, est-ce que tu parles chinois? Est-ce que c'est facile de communiquer avec tes collègues de la partie China Merchant? Est-ce qu'il y a parfois un gap culturel? Alors on parlait principalement en anglais. Je parle suffisamment chinois pour pouvoir vivre en Chine, mais pas de manière suffisante pour pouvoir faire des négociations purement en chinois. Mais en fait, très souvent, on utilise le principe, le problème interculturel pour finalement ne pas vouloir aller au fond des problématiques. Je pense que dans 90% des problèmes qu'on estime être interculturels, c'est simplement des problèmes on n'a pas été creusé jusqu'au bout les logiques des deux parties, ce qui nous amène finalement à s'arrêter à cette solution qui facilite tout le monde en disant c'est interculturel, alors que je pense que on n'a pas les mêmes logiques, on n'a pas les mêmes intérêts et on n'arrive pas à trouver un point d'accord. Le consensus pourrait être une solution, le point intermédiaire pourrait être une, mais on ne peut pas s'arrêter simplement à l'explication, c'est une problématique interculturelle. Donc voilà, j'ai tendance à rejeter cette notion parce que c'est la solution trop facile pour ne pas résoudre les problèmes. Mmh. Et le propre de quelqu'un qui veut faire du business dans ce pays, c'est finalement être un solution provider et donc c'est d'aller creuser toutes ces divergences. D'accord. Est-ce que tu as eu des exemples peut-être de projets où il y avait une certaine incompréhension et où tu as réussi à aller au fond du problème et à surmonter ces difficultés? En fait, toute la phase de construction a été très drôle en soi parce qu'on avait des architectes très talentueux en France, on avait une équipe à Shanghai qui quelque part traduisait les concepts et traduisait les contenus, et on avait la partie chinoise qui devait construire l'établissement. Donc ça faisait finalement un va-et-vient pour arriver à établir un établissement médicalisé au sens complètement adapté à la personne âgée et aussi complètement adapté à la personne âgée chinoise.
Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'incompréhension. On a eu un showroom qui devait être en bleu, finalement était rose, alors que les Pantone, c'est-à-dire l'élément qui détermine la couleur, pourtant est la même à travers le monde, mais énormément d'incompréhension. Quand vous avez visité un showroom qui devrait être bleu et qui est rose, il y a peut-être un petit souci. Ouais. Sur les plans, pareil, sur la définition, vous aviez des salles de bain qui devaient faire, je sais pas, 6 mètres carrés, elles faisaient 10, et beaucoup d'incompréhension. Non pas que les standards sont réellement différents, mais c'est l'interprétation derrière. Et donc ça, voilà, on a beaucoup ramé sur la construction parce qu'il y avait une incompréhension permanente. D'ailleurs, le groupe Colisée, de manière très intelligente, a résolu le problème en envoyant en permanence ici un chef de projet, un ingénieur qui a drivé pour réduire au maximum ces incompréhensions. Encore une fois, on aurait pu rester, c'est un problème interculturel, un problème de linguistique. Non, vous envoyez un ingénieur sur place à temps plein, il vous résout les problèmes avec les équipes locales. Il faut discuter des problèmes. Ouais, donc clairement. Tu as parlé des maladies dégénératrices. C'est une de vos spécialités, tout ce qui est Parkinson, Alzheimer, et vous apportez quelque chose de... Des maladies dégénératives, oui, c'est l'expertise du groupe Colisée ainsi que d'autres groupes français sur ce domaine-là. Et c'est vrai que cette prise en charge sous-entend une approche particulière avec l'utilisation de thérapies non médicamenteuses. On peut citer Montessori adapté aux personnes âgées. On peut évoquer la psychomotricité ou des techniques de rééducation qui ont pour but finalement progressivement de réduire l'utilisation des neuroleptiques et autres médicaments et plutôt de chercher à activer cognitivement et physiquement la personne âgée, ce qui donne des résultats incroyables. Et ça, cette approche-là, ce savoir-là, c'est complètement nouveau pour la Chine. D'accord. Et comment est-ce que ça se passe? Enfin, je reviens sur le côté culturel. Dis-moi si là c'est aussi un peu superficiel ou s'il y a vraiment des différences. Mais moi, j'ai l'impression que sur Alzheimer, Parkinson, je connais moins, mais sur la Chine en général, sur tout ce qui est maladie mentale, plus dans le sens de folie. Les gens sont un peu cachés. Il y a peut-être un peu de honte et les malades, on les voit pas, ils sont cachés. Est-ce qu'on retrouve un peu cet aspect-là aussi sur ce type de maladie qui atteignent les personnes âgées? Alors, félicitations, parce que souvent on me dit que le problème culturel avec la Chine, c'est que les personnes âgées doivent rester au domicile et donc ne pas aller dans une maison de retraite, d'aller dans une maison de retraite. Donc, tu es quand même l'une des premières personnes qui évoque cet angle qui est effectivement de masquer des personnes qui sont très dépendantes de l'ensemble de la société. Donc, c'est un excellent point pour toi. Félicitations. C'est peut-être le fait d'avoir... J'ai vécu à la fois en Chine... Enfin, je t'explique et après, je te rends la parole, mais je pense que c'est peut-être le fait d'avoir vécu à la fois en Chine et sur Hong Kong et Taïwan. Et c'est peut-être à Taïwan en particulier où ça m'a choqué, en fait, On est choqué par plein de choses. On est choqué de voir des familles avec plusieurs enfants. Forcément, en Chine, on est habitué à voir que des familles avec un seul enfant. Donc, à Taïwan, on se dit un truc qui va pas, quoi. Pourquoi ils ont plusieurs enfants, ça fait bizarre. Et ouais, clairement, de voir des gens, des gens avec des maladies mentales qui peuvent se promener dans la rue, comme on le verra en France. Alors qu'en Chine, c'est vrai qu'en fait, on réalise qu'on n'en voit pas, quoi. Mais vas-y, excuse-moi, pour cette parenthèse, je te laisse reprendre la parole. Non, mais donc tu as complètement raison. Maintenant, faut pas perdre de vue que nous, on est principalement experts dans la gestion de la dépendance, c'est-à-dire que on s'occupe d'une personne âgée qui a quand même des symptômes très avancés, c'est-à-dire que c'est pas une personne en bonne santé. Mmh. Et donc en ce sens, on est une solution médicale. Et aujourd'hui en Chine, il y a réellement, alors c'est pas complètement vrai, mais dans la perception par la famille de quelles sont les solutions pour leurs parents, c'est soit l'hôpital quand elle est malade, soit c'est le domicile. Alors il existe un certain nombre de maisons de retraite, mais qui sont un peu comme des hospices dans les années 70-80 en France, avec 10 personnes par chambre, etc., mais plutôt du bas de gamme pour les personnes, ce qu'on appelle les Laobaixing, les personnes de catégorie peu élevée, de catégorie socio-professionnelle peu élevée. Donc nous, ce qu'on apporte, c'est plutôt, premièrement, une prise en charge innovante, et deuxièmement, plutôt du haut de gamme,
Donc, pour les familles qui sont aisées, c'est une alternative à laisser à la maison une personne qui devient de plus en plus violente ou dangereuse pour elle-même. Donc, une alternative à cette prise en charge au domicile, à quelque chose qui est plus fin médicalement, avec des résultats beaucoup plus probants. D'accord, ok. Et donc toujours sur ce côté un peu culturel, en Chine aussi on parle, enfin donc il y a bien sûr le culte des ancêtres et on voit quand même qu'il y a un certain respect envers les personnes âgées, ou en tout cas qu'on ne traite pas les personnes âgées de la même manière qu'on peut le faire en Occident. De quelle manière ça impacte votre activité ou qu'est-ce que tu as pu observer de différent? Alors, je vais te surprendre, ma grande surprise, c'est que justement, euh, cette place de la personne âgée dans la famille n'est pas aussi importante que ça. Mhm, La conclusion de mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, la seule personne qui est importante dans la cellule familiale en Chine, c'est l'enfant. c'est sûr, oui. La personne âgée, au contraire de ce que l'on pense, finalement, elle est présente, mais de par son histoire, parce que très souvent aujourd'hui, les générations actuelles, elles ont vécu sous Mao Tse-tung dans des conditions très spartiates, ne sont pas prêtes finalement à ce qu'on investisse pour eux, ou ça, financièrement ou autre. Je peux prendre un exemple concret. À moult reprises, il y a des personnes âgées qui doivent avoir une opération importante pour un cancer ou je ne sais quoi. Et cette personne âgée préfère dire ne dépensez pas un centime pour moi, gardez l'argent pour les enfants. Donc Mhm. tout ça pour dire que la personne âgée n'est pas forcément au centre et l'attention n'y est pas forcément tant que ça sur un projet de vie. Le vrai projet de la cellule familiale reste l'enfant. D'accord. Ou à la limite, alors c'est moi peut-être moins le côté personne âgée, mais j'ai lu que parfois les conjoints dormaient dans les chambres de vos, alors je sais pas si dans les maisons de retraite ou dans les parties hospitalisées. Tu Euh, es, tu es définitivement bien plus érudit que 90% des gens sur les personnes âgées en Chine. Félicitations. c'est l'article que je t'ai envoyé là. Il faudra que je mette dans le Ah, lien de d'accord. l'article qui est extrêmement détaillé et plein d'infos. Là, j'ai pas de crédit sur celle-là. Ok. Non, non, effectivement, c'est aussi un learning et une vraie surprise. C'est que les couples qui ont, par exemple, le papa qui est atteint d'Alzheimer et qui est dans un avancement de la pathologie assez prononcé, ne va pas aller en maison de retraite tout seul, comme c'est le cas en France. Il va venir et sa femme va venir avec lui. Il y a une logique un peu sacrificielle qui est remarquable. Et donc, on a beaucoup de couples dans nos maisons de retraite, bien plus qu'en France, puisqu'en France, c'est un cas qui ne se présente pas. Puisque la maison de retraite est complètement dédiée à la grande dépendance, point. Donc nous, on a des maisons de retraite où on a un mix entre des gens très dépendants et des gens qui le sont moins, voire pas du tout, mais qui sont des personnes âgées normales, on va dire indépendantes. D'accord. Et j'ai lu aussi toujours dans ce même article que les maisons de retraite chinoises un peu premium, peut-être vos concurrents, se focalisaient beaucoup sur des gadgets technologiques, etc. Et que vous, votre approche était différente. Nous, ce qu'on préconise, c'est finalement développer une approche comme à la maison, avec un développement d'activités sociales très fort. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il faut que ça soit un hôtel de luxe avec des activités socialisantes, mais en background, c'est-à-dire finalement dans la coulisse, une prise en charge médicale de haut niveau. Finalement, nos concurrents qui se veulent être haut de gamme, ils vont mettre le paquet sur les équipements qui vont légitimer une prise en charge haut de gamme, principalement médicale. Point. Donc ça, c'est effectivement, c'est quelque chose qui est incontournable. C'est-à-dire que nous aussi, on doit mettre de l'équipement haut de gamme pour pouvoir rassurer. Encore une fois, la famille qui va décider de placer soit les grands-parents ou simplement un des deux grands-parents va vouloir être rassuré, comme ils seront rassurés en plaçant leurs parents dans un hôpital 3A, qui est les hôpitaux haut de gamme en Chine. Donc c'est cette dimension médicale qui rassure. D'accord. Mais c'est pas du tout ce que nous on préconise, parce qu'on considère une personne âgée dans toute sa complexité, et la vie sociale est un élément fondamental, et on part du principe qu'il faut qu'on adapte toutes les activités, que ce soit la nutrition, que ce soit le loisir, que ce soit le rythme de vie,
et bien évidemment la prise en charge médicale. Il faut qu'on adapte tout à chaque personne pour que cette personne puisse, même si elle est en fin de vie, avoir une qualité de vie remarquable. En gros, c'est pas parce que vous êtes en fin de vie que vous n'avez pas le droit de vivre avec plaisir et quelque part, j'ai envie de dire, passion votre vie. D'accord. Et sur l'aspect médical, vous avez des médecins français qui interviennent. Comment ça se passe? L'engagement de Colisée, pour le coup, assez remarquable. Donc c'est pas de la promotion pour mon groupe, mais était de se dire, c'est que transférer un savoir-faire, c'est compliqué dans un pays, notamment sur des notions médicales, et donc il faut qu'il y ait un appui permanent et un appui fort de la part de nos experts français. Donc ce qu'on a fait, c'est de mettre en place une double logique, d'avoir en permanence ici un ou deux représentants du groupe qui apportent leur expertise, que ce soit des infirmières, des docteurs, etc. Donc, on a eu en permanence un représentant du corps médical et le directeur médical du groupe ou le directeur qualité ou le directeur des opérations ou des infirmières chefs sont venus tous les mois, une semaine, pour former les équipes dans les deux établissements. Donc, voilà, cette forte présence avait pour but d'accompagner au mieux le développement des compétences des équipes locales. Et ça a été de véritables challenges, puisque tu évoquais les problèmes linguistiques et Dieu sait que c'est compliqué parce que très peu de Chinois parlent anglais. Je vais pas dire que tous les Français parlent parfaitement anglais, mais donc ça crée des communications assez drôles parce qu'on se comprend pas. Et quand on est dans le domaine médical, ça devient encore plus difficile. D'accord. Et cette image française, enfin, c'est vraiment mis en avant. Je veux dire, vos clients chinois, ils vont chez Colisée en se disant c'est une maison de retraite à la française, il y a une expertise française, une image de marque française. T'as aussi expliqué que les gens, ces personnes âgées voulaient avoir une fin de vie dans les meilleures conditions possibles. Est-ce que le côté français, voilà, ils se disent ça va être un cadre de vie à la française? Alors. Au début, nous avions cette croyance que ça allait être un accélérateur sur le plan marketing. La dimension internationale résonne pour les Chinois qui ont déjà voyagé à l'étranger ou travaillent à l'étranger. Donc ça, c'est une première chose. Pour les Chinois qui finalement sont très peu sortis du pays, la dimension internationale, c'est pas forcément un élément clé dans le processus de décision. Donc il faut que sur place, vous soyez capable de construire la bonne histoire. La bonne histoire, elle se construit avec un décor haut de gamme et qui, quelque part, nous différencie par rapport aux acteurs. C'est une première chose. Et deuxième chose, il faut pouvoir raconter cette prise en charge différente de ce que font les acteurs locaux. Et c'est très compliqué parce que on n'a pas forcément les mêmes représentations de ce que doit être une prise en charge médicale. C'est pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes logiques, les mêmes concepts. Donc, il a fallu, au fil de notre commercialisation, complètement adapter notre discours pour pouvoir répondre au mieux aux demandes des acteurs, des familles locales. Mais c'est vrai que la dimension internationale marche essentiellement pour les classes aisées qui ont déjà une sensibilité internationale. Pour les autres, je suis pas sûr que ça soit déterminant. Et c'est un peu vos clients tout de même. Tu m'as expliqué que vous êtes assez premium, donc enfin vos clients types en fait, c'est quoi? C'est tes enfants qui ont gagné pas mal d'argent et qui payent une maison de retraite un peu premium à leurs parents, c'est ça? Ouais, exactement. Et dans nos statistiques, c'est plutôt un tiers qui ont une sensibilité internationale et pour lesquels le message international résonne. Et les deux tiers, c'est plutôt local. Mais 100% de nos clients sont des gens qui appartiennent aux catégories socio-professionnelles élevées, c'est-à-dire des gens qui sont très aisés. À Shenzhen, qui est, d'après des études, l'un des établissements au prix réel le plus cher de Chine, il serait potentiellement le plus cher de Chine, on a effectivement des gens qui sont très, très aisés. Tu peux nous donner un ordre de grandeur du coût Alors, le prix réel dans nos établissements, il est aux alentours de 20 000 RMB dans l'établissement de Shenzhen. Le prix moyen réel qui est payé par les familles. Mais attention, on a beaucoup de couples, comme je te l'ai dit. Tu as des gens qui, ta maman par exemple, mensuel, c'est ça?
mensuel. D'accord. 20 000 avec tout compris dedans, c'est-à-dire la prise en charge médicale, docteur en permanence, infirmière, soins, rééducation, etc., nutrition, loyer, etc., donc tout compris. Mais sur ce prix moyen, tu as maman qui est là parce qu'elle accompagne son conjoint, elle doit payer, je ne sais pas moi, 6 000 parce qu'ils sont dans une suite, et papa qui a une prise en charge très, très, très médicalisée, il peut être aux alentours de 30 000, donc ça te fait une moyenne aux alentours de 20 000. Alors mon exemple et mon calcul n'est pas bon, mais tu as compris la logique. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu as aussi une casquette de co-chairman du club Santé Chine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi ça consiste? Le club santé, à l'origine, c'est de se dire qu'on réunit l'ensemble des entreprises françaises pour promouvoir l'excellence de notre filière santé en Chine. Et que quand on est ensemble, on est beaucoup plus fort et on l'est d'autant plus qu'on est sous l'égide et la casquette de l'ambassade et du ministère de la Santé, pour faire simple. Et donc, c'est la réunion de l'ensemble des entreprises françaises dans le domaine de la santé en Chine qui mettent en place des événements, des journées médicales, des conférences, des webinars, pour promouvoir soit la filière diabète, soit la filière maladie chronique, soit la filière vieillissement, auprès des investisseurs chinois, des autorités ou tout simplement le corps médical chinois. Donc voilà, c'est une structure principalement qui regroupe au moins 300-400 personnes qui gravitent autour, avec une récurrence d'événements assez important. Et on a notamment, là, pendant le Covid, organisé des achats de matériaux pour les entreprises françaises. Donc, on a aussi une fonction sociale. Mais l'origine même, c'est promouvoir les entreprises françaises de manière collective auprès des acteurs chinois. On a, que ce soit pour Colisée ou pour notre JV, ou que ce soit pour le Club Santé, on a le même leitmotiv, c'est d'éduquer. Alors, j'aime pas, c'est un peu prétentieux, mais finalement, d'expliciter notre offre pour que finalement, ça soit plus compris, plus perceptif et plus accessible pour les acteurs locaux. D'accord. Quelque part, même au niveau de Colisée, si je comprends bien, vous avez pas mal de fournisseurs ou d'entreprises partenaires françaises avec lesquelles vous travaillez, c'est ça? Oui, parce que on était parti, et ils sont tous dans la filière vieillissement du Club Santé, on est parti du principe que pour pouvoir mieux développer notre offre, il faut qu'on intègre un certain nombre de parties et donc d'entreprises françaises qui vont pouvoir développer au sein de notre établissement ce que l'on a envie de faire. C'est un peu comme Volkswagen. Volkswagen est venu en Chine avec ses fournisseurs. Nous, c'est la même chose. On vient avec nos partenaires. Donc, on a dans tous nos établissements plus d'une vingtaine d'entreprises françaises qui ont contribué de manière directe ou indirecte, que ce soit des organismes de formation, que ce soit des fournisseurs de logiciels, celui qui gère les opérations, que ce soit des ensembliers au niveau des équipements, des meubles et autres. Voilà, donc on a une diversité d'entreprises. Je t'ai parlé tout à l'heure des architectes. Là, on a une diversité d'entreprises et de personnes françaises qui ont contribué pour finalement développer un produit international. Mais l'idée est bien évidemment d'avoir une maison de retraite chinoise en Chine avec des standards internationaux et français. Oh, mais c'est super. On parle souvent de la French Tech, mais je découvre avec beaucoup d'intérêt ce club santé. Je voudrais revenir un peu à une de tes premières expériences, donc le côté entraîneur de basket, d'avoir été dans le sport de haut niveau. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a apporté pour la suite de ta carrière? On peut imaginer que le côté entraîneur en termes de management, forcément, il peut y avoir des liens. Et je sais pas, ouais, sur le côté sport de haut niveau, enfin, explique-nous un peu les répercussions qu'il y a pu y avoir par la suite. Quand j'ai parlé au début de ma carrière, j'ai évoqué que c'était un parcours assez atypique. Mais c'est vrai que les secteurs d'activité sont tous très divers. Mais in fine, je reste sur des fonctions très managériales. Je ne suis pas un expert métier dans les maisons de retraite, comme je ne suis pas un expert, je n'étais pas un expert métier, un expert en finance et autres. Donc finalement, cette expérience dans la gestion des hommes et des athlètes de haut niveau m'a toujours aidé parce qu'elle m'a permis, au-delà même de manager des personnes, de développer un certain nombre de croyances et de valeurs qui me permettent au quotidien d'affronter un certain nombre de challenges.
Et la beauté du sport, c'est que finalement, on est toutes les semaines remis en question, voire quasiment à chaque entraînement. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles on peut s'appuyer durant sa carrière. Et l'autre chose qui, à mon avis, est importante, et notamment quand on développe un business en Chine, c'est de se dire que on doit toujours apprendre des échecs. Et finalement, faire du business en Chine, c'est d'avoir des échecs récurrents. Et à travers ces échecs, que ce soit commerciaux, que ce soit l'architecture, la construction, il faut être capable d'apprendre. Et je pense que c'est l'une des forces du sport, c'est que chaque défaite est source, en tout cas, génère une victoire derrière. Donc c'est là où le sport fait un apprentissage extrêmement puissant, c'est de s'appuyer sur les résultats, sur les difficultés, les échecs pour pouvoir construire progressivement de très belles victoires. D'accord. Et ton parcours aussi, donc, de ce que tu disais, d'assez particulier, d'avoir fait plusieurs formations, donc un master à l'ESSEC. Enfin, tu as travaillé master à l'ESSEC, retravaillé, puis encore MBA à Dauphine. C'est assez rare de faire, c'est quasiment un peu comme faire 2 MBA. Avec le recul, comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que ça t'a enrichi, ouvert des portes? Tu peux nous expliquer un peu ce parcours? Moi, je crois fondamentalement qu'il faut tous les, je pourrais pas définir la date, mais il faudrait tous les 4-5 ans retourner à l'école pour apprendre. Et plus tu as une expérience professionnelle, plus cet apprentissage sera théorique par des enseignants, etc., deviendra intéressant parce que tu pourras faire le lien entre la réalité et les concepts. Donc moi, malheureusement, je n'ai pas le bonheur de pouvoir refaire un master ou une autre formation, mais si j'avais le temps et si j'avais l'opportunité, je me relancerais dans cette démarche de refaire une formation en plus de mon activité professionnelle parce que ça permet réellement de se poser, de réfléchir sur là où on en est, d'analyser les expériences et de pouvoir devenir un petit peu plus pertinent de manière un peu. Donc, moi, je préconise auprès de tout le monde de faire ce genre de master professionnel parce que c'est pertinent. J'en ai fait donc 3 masters qui étaient à chaque fois à 5 ans de différence. Il est temps que je retourne sur les bancs des écoles pour étudier. Maintenant, je pense que la Chine, c'est à travers la complexité au quotidien de manager des équipes, problèmes linguistiques, interculturels, mais aussi compréhension de ce qu'est le business dans le pays, les logiques comptables, financières et surtout marketing qui sont complètement différentes de ce que l'on peut rencontrer en France, c'est un MBA permanent. Donc après toutes ces années en Chine, donc t'as vécu à Pékin, t'as vécu à Shenzhen, qui sont, je sais pas, il y a quoi, il y a 2-3 000 kilomètres d'écart entre les deux. Comment se passe ta vie en Chine? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'épanouis toujours dans le pays après toutes ces années? Est-ce que tu préfères Shenzhen à Pékin? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça? J'aimais beaucoup Pékin parce qu'il y avait, surtout au début, lorsque je suis arrivé en début des années 2010, il y avait une vraie effervescence. C'est-à-dire qu'il y avait on sentait une société qui était vraiment pas du tout sclérosée, qui était extrêmement dynamique, ça réfléchissait, il y avait plein de rêves, business, plein d'entrepreneurs qui avaient des idées extrêmement pertinentes. Donc voilà, Pékin, c'était une expérience extrêmement riche. J'ai rencontré beaucoup de gens. On a même créé un think tank, et il y avait des gens extrêmement brillants avec qui il y avait plein de choses à apprendre. Donc, c'était une vraie belle expérience Pékin. Au-delà de la vie que je trouve, j'aime beaucoup les Pékinois parce qu'ils sont un peu bruts, mais il y a une sensibilité, il y a une histoire derrière chaque personne. J'aime beaucoup Pékin. Maintenant, que ce soit la pollution, que ce soit le froid, on est beaucoup mieux à Shenzhen, qui est une ville jeune, qui est une ville propre, très écolo dans sa démarche. C'est une ville où il y a très peu de pollution, comme j'ai dit, mais c'est une ville verte. C'est une ville aussi, il y a pas mal d'innovations sociales pour une forme d'éducation. Là, le terme, je peux l'employer parce que c'est extrêmement appliqué par les autorités locales pour améliorer les comportements de vie en commun. Donc, deux vies complètement différentes. Une ville un peu plus dure, mais riche intellectuellement, Pékin, et Shenzhen, une ville plus jeune, plus dynamique, plus clean, avec un climat qui est
pour moi un rêve, parce c'est comme Hong Kong, hein, il fait toute l'année, on va dire, de 8 à 10 mois par an, il fait entre 20 et 30 degrés. Donc voilà, je suis plutôt très très bien à Shenzhen. J'aime beaucoup Shenzhen. Tu passes des hivers à moins 20 degrés pékinois au climat tropical de Shenzhen. C'est vrai que c'est assez différent. Et Shenzhen est J'ai, une j'ai- ville. Ouais. non, j'allais dire, j'ai une anecdote qui était, j'étais en train de négocier à Harbin pour faire des maisons de retraite pour le coup. Et on était avec en moyenne entre moins 30, je crois, entre moins 30 le jour. Et je devais, suite à ce voyage-là, aller m'installer à Shenzhen. C'est-à-dire que mes bagages étaient partis entre Pékin et Shenzhen. Donc j'ai pris un avion, moins 30. Je suis arrivé à Shenzhen et il faisait plus 30 degrés. Il n'y a qu'en Chine qu'on peut rencontrer cette différence en l'espace de 3 heures. Il y avait un arrêt à Pékin, mais c'était juste un changement d'avion. On ne trouve ça nulle part ailleurs. C'est surréaliste. Et Shenzhen étant une ville totalement d'immigrés, quoi. C'est ça qui est assez extraordinaire. Quand tu viens de Pékin, voilà, qui est la capitale où les gens ont l'accent pékinois, où il y a une vraie culture locale millénaire. À Shenzhen, ouais, il y a que des immigrants, quoi. Je sais pas si tu le ressens toi, à travers des Chinois qui t'entourent. Tous nos salariés, il suffit de leur demander d'où ils viennent tous du Nord. Donc, bon, par Du Nord, définition, clairement, ouais. Shenzhen est quasiment au sud, mais ce ne sont que des immigrés. Hmm. Il n'y en a quasiment aucun qui sont de purs Shenzhenois. Parce qu'à l'origine, Shenzhen, c'était un village de pêcheurs. Et avec, je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais je sais pas, avec 100 000 habitants, on est passé de 100 000 à plus de 10 millions d'habitants en l'espace de quelques années. Et donc, effectivement, c'est une ville des migrants. Ce qui fait quelque chose de très drôle, c'est que pendant le Nouvel An chinois, vous vous retrouvez dans une ville qui est complètement vide. C'est-à-dire que tout le monde repart Laotia, c'est dans le pays d'origine, et là, vous êtes complètement vide. Ce qui n'est pas complètement le cas à Pékin, parce qu'à Pékin, pendant le Nouvel An chinois, il y a une effervescence, il reste une certaine population qui reste présente parce que ce sont des Pékinois. À Shenzhen, la ville est complètement vide. C'est digne d'un film ou de ce qu'on a vécu pendant le coronavirus, la crise du Covid, où effectivement les rues étaient vides, tels des films hollywoodiens. Mhm. Et si on se projette un peu sur le futur, donc avec Colisée, quels sont vos gros projets? Qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent? Bah, premièrement, on vient d'avoir une année un peu compliquée avec le Covid, où on a été en forte pression et responsabilité, parce qu'on a été, nos résidents sont restés enfermés dans l'établissement comme nos salariés pendant plus de 250 jours. Mhm. Donc c'était un confinement total, ce qui était un choix des autorités locales chinoises, ce qui n'est pas le cas en France où les salariés rentraient chez eux. Il pouvait y avoir aussi des visites des familles, alors qu'en Chine, le parti a été pris de complètement fermer à clé les établissements. Donc on sort d'une année où nos salariés sont restés enfermés dans l'établissement pendant 250 jours avec les résidents. Sans voir la famille. Ils n'ont toujours pas vu leur famille, 250 jours sans voir famille, ni et les salariés, pareil, ils sont restés enfermés à l'intérieur. D'accord. Donc c'est C'est une expérience impressionnant, quoi. surréaliste, admirable de la part de dévouement et de sacrifice de la part des salariés, et quelque part de soumission, parce que c'est un ordre de l'État, donc finalement il n'y a pas de contestation. Mhm. Mais c'est quelque chose qui est inenvisageable en Occident. Donc on sort de cette année qui a été très compliquée. On vient d'avoir à Shenzhen un cas. Et donc on avait été déconfiné le 1er octobre, le lendemain de la fête nationale, donc le 2 octobre. Et là on vient de recommencer à être refermé à clé. Donc c'est un peu compliqué tout ça, mais normalement on a comme volonté en Chine de développer d'autres projets. Donc on est en discussion avec un certain nombre de partenaires et on a un troisième projet qui est déjà construit et qu'on est en train de préparer, qui est à Hangzhou. Donc on a des volontés, que ce soit avec China Merchant ou avec d'autres acteurs, d'essaimer notre expérience réussie. Parce qu'aujourd'hui, après 3 ans, on a démontré qu'on avait une vraie valeur ajoutée par rapport aux acteurs locaux, parce que on a une qualité de soins, on a un certain nombre de miracles, des gens qui recommencent finalement qui étaient en soins palliatifs, qui reprennent goût à la vie ou qui recommencent à marcher grâce à une prise en charge particulière. Et donc voilà, on a réellement démontré une valeur ajoutée par rapport aux acteurs locaux. Et donc maintenant, il faut qu'on essaime ce savoir-faire dans d'autres villes. Ok, très bien.
Je finis en général les épisodes de podcast en posant une question, en demandant aux invités s'ils ont une astuce qui leur a permis de craquer la Chine, de hacker la Chine. Alors, je pourrais répondre ce qui est la vérité, c'est d'épouser une Chinoise, ce qui était mon cas. Effectivement, je suis marié depuis bientôt 10 ans avec mon épouse et déjà nous avons un enfant qui est franco-chinois. Donc, ça pourrait être une des solutions. La deuxième pourrait effectivement d'apprendre un peu plus la langue, mais je pense que la véritable solution, c'est une posture intellectuelle, c'est-à-dire d'accepter de poser ses lunettes et de redécouvrir à zéro, tel un enfant, un autre monde. C'est-à-dire que tant qu'on lit la Chine, on lit les Chinois à travers des préconçus, des préjugés, des prénotions, finalement, tout notre champ référentiel, on va être en grande difficulté pour comprendre les subtilités du pays. Donc, j'ai envie de dire, pour craquer la Chine, c'est accepter finalement de changer de lunettes et de réapprendre à un enfant à comprendre le monde dans lequel on est. En plus d'épouser une Chinoise, hein, parce que si ma femme écoute, j'ai pas envie qu'elle me fasse un reproche. Et tout ça est compatible, quoi, d'apprendre la langue, de se marier, d'avoir un conjoint chinois. Clairement, ça peut aider à la compréhension du pays, quoi. Ok, très bien. Bon, je te remercie, Olivier. On va s'arrêter là et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, Raphaël. Et puis, c'était un grand plaisir d'échanger avec toi et au plaisir de se voir, je l'espère, à Hong Kong ou à Shenzhen en face à face. Espérons, dès que la frontière s'ouvre. Merci, ciao. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!